22 décembre 1945. Prison de Landsberg, Bavière. 13 hommes marchent en file indienne à travers un couloir de pierre humide. Leurs visages étaient connus dans toute l'Europe occupée. Leurs noms avaient causé la terreur à des millions, généraux, administrateurs, exécuteurs de la machine de mort nazie. Maintenant leurs mains tremblent, tandis qu'ils montent les marches de bois qui grincent sous leurs pieds. Devant eux, 13 potences attendent. Pas des cordes uniques, mais une galerie d'exécution montée comme une chaîne de production. L'ironie est brutale. Des hommes qui ont industrialisé le meurtre font face à leur propre mort industrialisée. Mais ce n'est pas l'histoire que le monde connaît. Nuremberg était dans les journaux, à la radio, devant les caméras. Les grands noms Göring, Ribbentrop, Keitel, le théâtre de la justice internationale où cette exécution fut différente. Landsberg fut silencieuse, délibérée et absolument implacable. Pourquoi ? Parce que ces 13 hommes ne répondaient pas de crimes contre l'humanité générique. Ils répondèrent de quelque chose de beaucoup plus spécifique, la destruction systématique d'une nation qu'ils considéraient inférieure, la Pologne, et les Polonais étaient devenus régler les comptes. Pour comprendre ce qui s'est passé à Landsberg, vous devez comprendre ce que la Pologne a subi, non pas en statistiques abstraites, mais ce que cela a vraiment signifié. 1er septembre 1939, la Wehrmacht franchit la frontière polonaise. 18 jours plus tard, l'Union soviétique envahit par l'Est. La Pologne est écrasée entre deux machines de guerre, mais tandis que les soviétiques brutalisent et déportent, les nazis mettent en œuvre quelque chose de différent, un plan d'anéantissement calculé. Le nom du plan était Generalplan Ost, le plan général pour l'Est. Son objectif n'était pas l'occupation, c'était le remplacement. La population polonaise serait réduite de 35 millions à 4 millions par la famine, le travail forcé et l'extermination directe. Les survivants seraient germanisés ou utilisés comme main-d'œuvre jetable. L'intelligentsia polonaise, professeurs, médecins, avocats, prêtres, serait éliminée complètement. L'opération Tannenberg commença en septembre 1939. Des escadrons de la mort SS Einsatzgruppen balayèrent la Pologne occidentale. Leurs cibles étaient moins spécifiques. Leaders communautaires, universitaires, clercs, aristocrates, quiconque capable d'organiser la résistance. En 6 mois, 60 000 membres de l'élite polonaise furent exécutés. Pas dans des camps de concentration, dans des forêts, des fosses, des églises. Le professeur Stanisław Papczynski, 52 ans, directeur d'un lycée à Poznań, fut traîné hors de sa maison devant ses élèves, fusillé dans une fosse commune avec 47 autres éducateurs. Sa femme ne sut jamais où se trouvait le corps. La docteure Maria Grzegorzewska, pédiatre à Varsovie, fut arrêtée dans son hôpital alors qu'elle soignait des enfants. Emmenée à la forêt de Palmyry, une balle dans la nuque. Son crime, être polonaise et éduquée, c'était la géométrie de la destruction nazie. Ce n'était pas le chaos, c'était de l'architecture. Et les architectes avaient des noms. Arthur Greiser, Gauleiter de la région de Wartheland, Pologne occidentale. Sous ses ordres, 630 villages polonais furent brûlés jusqu'au sol. 630 non pas endommagés, éliminés. Leurs habitants furent fusillés ou déportés vers des camps de travail. Greiser n'était pas un sadique incontrôlé, c'était un administrateur. Il rapportait des chiffres à Berlin, comme s'il s'agissait de quotas de production. Dans ses rapports officiels, trouvés après la guerre, Greiser écrivit « La germanisation du Wartheland progresse comme prévu. 410 000 Polonais retirés, 537 000 Allemands réinstallés. Propriété polonaise transférée avec une efficacité acceptable. » Efficacité acceptable, il décrivait l'effacement d'un demi-million de vies. Jürgen Stroop, SS-Gruppenführer, nom qui ne signifie rien pour la plupart des gens, mais pour qui connaît l'histoire du ghetto de Varsovie. Stroop est synonyme de cruauté méthodique. Avril 1943, le ghetto de Varsovie, où 450 000 juifs polonais avaient été confinés dans moins de 4 km², se soulève en rébellion. Hommes, femmes et enfants désarmés affrontent la SS avec des fusils rouillés, des cocktails Molotov
et une fureur accumulée de 3 ans de dégradation. Stroop reçoit l'ordre d'écraser la révolte. Il n'envoie pas ses troupes dans les rues. Il brûle le ghetto, bloc par bloc, bâtiment par bâtiment. Sa tactique est documentée dans son propre rapport. Le tristement célèbre rapport Stroop, qu'il compila avec un orgueil méticuleux. 56 065 juifs capturés ou tués. 14 jours d'opération, utilisation de lance-flammes, d'explosifs et de grenades au phosphore pour forcer les civils à sortir de cachettes souterraines. Une photographie du rapport de Stroop montre une petite fille juive, pas plus de 8 ans, avec les mains levées, tandis que des soldats pointent des mitraillettes vers elle. Ses yeux sont écarquillés, elle est pieds nus. Derrière elle, le ghetto brûle. Stroop conserva cette photo dans son rapport comme preuve d'efficacité. Eamon Goethe, commandant du camp de concentration de Płaszów, près de Cracovie. Si Greiser était l'administrateur et Stroop l'exécuteur, Goethe était le sadique. Il tirait sur des prisonniers depuis sa véranda en buvant du café le matin. Pas pour des raisons opérationnelles, pour le plaisir. Des témoignages de survivants décrivent Goethe se promenant dans le camp avec 2 chiens dressés pour déchiqueter les prisonniers. Helen Hirsch, sa domestique forcée, témoigna que Goethe la battait régulièrement jusqu'à l'inconscience, puis envoyait un médecin la soigner pour pouvoir la battre à nouveau. 8 000 à 12 000 personnes moururent sous le commandement direct de Goethe à Płaszów, pas dans les chambres à gaz, dans les forêts autour du camp, où des exécutions quotidiennes étaient réalisées comme routine administrative. Ces 3 hommes, Greiser, Stroop, Goethe, représentaient 3 couches de la terreur nazie en Pologne, l'administrateur, l'exécuteur, le tortionnaire. Et tous les 3 avaient une chose en commun, les ordres supérieurs les protégeaient, jusqu'à ce qu'ils ne les protègent plus. 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. 7 mai 1945, l'Allemagne se rend inconditionnellement. La machine de mort s'arrête, mais les comptes restent ouverts. Tandis que les procès de Nuremberg se préparaient pour les grands noms du Reich, Göring, Ribbentrop-Speer, il y avait un autre processus en cours, moins visible, plus personnel. La Pologne, maintenant sous un gouvernement communiste soutenu par les soviétiques, exigeait que les criminels de guerre qui avaient agi sur le sol polonais soient extradés pour un jugement polonais. Pas un jugement international, un jugement national. Les alliés occidentaux résistèrent initialement, mais les soviétiques firent pression et les noms commencèrent à être livrés. Arthur Greiser fut capturé par les Américains en mai 1945, tentant de se cacher comme fermier en Bavière. Il fut extradé vers Poznań en Pologne en juin 1946. Jürgen Stroop fut capturé par les Américains en 1945, jugé d'abord pour crimes de guerre en Allemagne, puis extradé vers la Pologne en 1947. Amon Goethe fut capturé par l'armée américaine en Bavière en 1945, extradé vers la Pologne en 1946. Et alors commencèrent les procès, pas dans de grandes salles, avec des traducteurs simultanés et une couverture de presse mondiale, mais dans des tribunaux polonais, où des survivants témoignaient, pleuraient et pointèrent du doigt les hommes qui avaient détruit leur vie. Le procès d'Arthur Greiser eut lieu à Poznań, la même ville qu'il avait gouvernée comme territoire conquis, 21 juin au 7 juillet 1946. Le tribunal était bondé. Survivants de villages brûlés, parents de professeurs exécutés, juifs qui avaient survécu aux déportations vers Chełmno, le camp d'extermination qui opérait sous la juridiction de Greiser. Greiser se défendit, alléguant qu'il ne faisait que suivre les ordres de Himmler et Hitler. Sa posture était celle d'un bureaucrate injustement traité. Il ne niait pas les faits, il niait la responsabilité. Le procureur lut les rapports de Greiser lui-même. 410 000 Polonais retirés. Greiser fut questionné. Retirés vers où? Il ne put répondre parce que la réponse était évidente. Retirés de l'existence. Le témoignage le plus dévastateur vint d'une femme nommée Helena Zawadzka. Elle avait été institutrice dans une école primaire dans un village appelé Mieljino. En novembre 1939, des soldats allemands arrivèrent, incendièrent l'école, rassemblèrent tous les enseignants et le prêtre local. 19 personnes fusillèrent tous devant l'église.
Helena survécut parce qu'elle rendait visite à sa mère malade dans un autre village ce jour-là. Quand elle revint, elle trouva des cendres. Ses collègues étaient dans une fosse commune. Son fiancé, également enseignant, était parmi les morts. Elle regarda Greiser au tribunal et dit « Vous n'avez pas tué des soldats, vous avez tué ceux qui enseignaient aux enfants à lire. » Greiser ne répondit pas. Le verdict fut unanime, coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et meurtre de masse. Sentence, mort par pendaison. 7 juillet 1946, Poznań. Greiser fut pendu publiquement devant le tribunal. Des milliers de Polonais se présentèrent. Il n'y eut pas de célébration, seulement un silence pesant. Quand la trappe s'ouvrit, Greiser tomba. La corde se rompit. Il survécut à la chute, fut pendu une seconde fois, 20 minutes plus tard. La justice polonaise n'était pas efficace, elle était déterminée. Le procès de Jürgen Stroop fut encore plus symbolique. Varsovie, mars 1951, Stroop fut ramené dans la ville qu'il avait incendiée. Le tribunal fut installé près des ruines de l'ancien ghetto. Stroop arriva au procès calme, presque arrogant. Le procureur présenta le rapport Stroop comme preuve. Le propre rapport de Stroop, 75 pages de documentation méticuleuse de sa destruction du ghetto de Varsovie. Photographies incluses, chiffres précis. Marek Edelman, un des leaders survivants de la révolte du ghetto, témoigna. Il décrivit comment les combattants juifs résistèrent avec 10 fusils pour chaque 100 personnes. Comment ils cachèrent des enfants dans des bunkers souterrains, comment Stroop utilisa du gaz toxique pour les forcer à sortir. Stroop interrompit Edelman pendant le témoignage. « Vous étiez des terroristes, j'exécutais des ordres légitimes de combat contre des insurgés. » Le juge répondit « Les insurgés étaient des enfants désarmés. » Stroop ne dit plus rien. 6 septembre 1951, Jürgen Stroop fut pendu à la prison de Mokotów, Varsovie. Ces derniers mots furent rapportés comme « Heil Hitler ». Même dans la mort, il ne recula pas. Mais le corps de Stroop ne fut pas enterré en sol allemand, il fut incinéré. Les cendres furent dispersées sur les ruines du ghetto de Varsovie. Le message était clair. Vous avez brûlé nos morts, maintenant vous les rejoignez. Le procès d'Amon Goeth, plus court, plus brutal. Cracovie, août-septembre 1946. Goeth arriva au tribunal, visiblement malade, diabète avancé. Il était gonflé, pâle, avec difficulté à tenir debout. Cela ne généra pas de sympathie. Helen Hirsch témoigna. Elle décrivit les passages à tabac, les tirs matinaux depuis la véranda, les chiens. Goeth la regarda pendant tout le témoignage avec un mépris visible. Un autre survivant, Poldek Pfefferberg, témoigna qu'il vit Goeth tirer sur une femme enceinte parce qu'elle marchait trop lentement pendant la marche matinale vers le travail. Goeth tira dans son ventre, puis dans sa tête, puis alla prendre son petit déjeuner. Le procureur demanda à Goeth s'il niait les accusations. Goeth répondit « J'étais commandant, la discipline était ma responsabilité. » Le procureur demanda « Tirer sur une femme enceinte est de la discipline ?» Goeth ne répondit pas. 5 septembre 1946, Amon Goeth fut pendu à la prison de Montelepich, Cracovie. La potence fut érigée dans la cour de la prison. Des survivants de Płaszów furent autorisés à assister. Goeth monta les marches en titubant. La trappe s'ouvrit. Son corps fut incinéré. Les cendres furent jetées dans la rivière Vistule. Aucun mémorial, aucune pierre tombale effacée de la terre qu'il avait tenté de purifier. Mais Greiser Stroop et Goeth n'étaient pas, mais pas seuls. Ils étaient seuls les plus connus. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Entre 1945 et 1948, les tribunaux polonais poursuivirent plus de 5000 criminels de guerre nazis. La plupart étaient des gardiens de camp, des policiers auxiliaires, des délateurs, mais parmi eux se trouvaient des dizaines d'officiers de haut rang. Et pour ces officiers, la Pologne réserva un traitement spécial, des exécutions de masse. La prison de Landsberg, 22 décembre 1945, ne fut pas la seule, elle fut la plus symbolique. 13 officiers nazis pendus le même jour. Pas en séquence, simultanément, les 13 potences furent actionnées en même temps. Les noms n'étaient pas célèbres, ils n'étaient pas à Nuremberg, mais leurs crimes étaient documentés, commandants de camps de travail,
chefs de police régional, administrateurs de ghettos, hommes qui signèrent des ordres de déportation, hommes qui supervisèrent des exécutions, hommes dont les mains étaient couvertes de sang polonais. L'exécution de masse de Landsberg n'eut pas de couverture de presse, n'eut pas de photographes officiels. Les alliés occidentaux préférèrent de garder le silence. Nuremberg était la scène de la justice civilisée. Nuremberg était la scène de la justice civilisée. Landsberg était autre chose, mais pour les Polonais, Landsberg était nécessaire. Ce n'était pas une vengeance irrationnelle, c'était une comptabilité. 6 millions de Polonais, 3 millions de Juifs polonais, 3 millions de catholiques polonais étaient morts sous l'occupation nazie. Le plus grand pourcentage de population perdue de toute nation dans la Seconde Guerre mondiale, 17% de la population polonaise effacée. Et les hommes responsables ne pouvaient pas être jugés à la Haye et incarcérés confortablement. Ils devaient faire face à la terre qu'ils avaient détruite. Les récits de l'exécution de Landsberg sont rares, mais ce que l'on sait est ceci. Les 13 officiers furent maintenus dans des cellules séparées jusqu'au matin du 22 décembre. Ils ne savaient pas qu'ils seraient exécutés ensemble. Chacun fut informé individuellement, certains prièrent. Certains écrivirent des lettres qui ne furent jamais envoyées. Certains restèrent en silence. À 6 heures du matin, ils furent conduits dans la cour de la prison. Ce fut alors qu'ils virent les 13 potences. La compréhension de ce qui se passait se répandit parmi eux comme un choc électrique. Certains tentèrent de reculer. Des gardiens les poussèrent en avant. Les cordes furent placées, les visages couverts de sacs noirs. Un officier polonais lut les sentences à voix haute. Crime contre le peuple polonais, participation au génocide, complicité dans des atrocités de masse. L'officier termina par une phrase. « Que vos morts tournent la fin d'un chapitre que la Pologne n'oubliera jamais. » Les trappes s'ouvrirent, 13 hommes tombèrent simultanément. La mort ne fut pas instantanée pour tous. Certaines cordes ne brisèrent pas le cou net. Il y eut de la lutte, il y eut de la suffocation. Il fallut entre 3 et 8 minutes pour que tout cesse de bouger. Les corps furent laissés pendus pendant 2 heures, puis retirés, incinérés. Les cendres furent jetées dans un lieu non révélé. Aucune tombe, aucun registre, aucune mémoire préservée. Landsberg fut délibérément obscurci du récit historique officiel. Les alliés occidentaux ne voulaient même pas que l'exécution de masse éclipse Nuremberg. Le récit préféré était celui d'une justice ordonnée, de tribunaux internationaux, de droits des accusés. Landsberg ne correspondait pas à ce récit, mais la Pologne n'était pas intéressée par les récits, elle était intéressée par le règlement des comptes. Aujourd'hui, quand on parle de justice d'après-guerre, Nuremberg est cité comme modèle, les grands procès, les sentences historiques. Göring, Ribbentrop, Keitel, pendu après un procès télévisé. Mais Nuremberg fut du théâtre autant que de la justice, un spectacle nécessaire pour établir un précédent légal. Oui, mais aussi un spectacle pour montrer au monde que la civilisation avait vaincu la barbarie. Landsberg ne fut pas du théâtre, ce fut une exécution délibérée, silencieuse et finale. Et la question qui demeure n'est pas de savoir si ce fut juste. La question est, qu'aurait-on pu faire d'autre ? Comment jugez-vous des hommes qui ont participé au meurtre industriel de millions ? Comment pesez-vous la vie de 13 officiers contre les vies de 6 millions de Polonais ? La réponse polonaise fut claire. Vous ne pesez pas, vous exécutez. Il y a une pierre tombale à Varsovie, sur l'ancien site du ghetto, qui liste les noms des 56 065 victimes documentées de la révolte du ghetto. Parmi eux se trouvent des professeurs, des médecins, des enfants. Une petite fille de 8 ans, pieds et nus, avec les mains levées. Jürgen Stroop est enterré dans ce même sol. Ses cendres furent dispersées là intentionnellement, non pas comme mémorial, comme effacement. Et peut-être que c'est la vraie leçon de Landsberg. La justice n'est pas toujours civilisée. Parfois, la justice est brutale, parce que les crimes auxquels elle cherche à répondre furent brutaux, au-delà de la compréhension. Arthur Greiser ordonna le retrait de 410 000 personnes. Jürgen Stroop brûla 56 065 vies. Eamon Goeth tira sur une femme enceinte en buvant du café. Et les 13 hommes pendus à Landsberg participèrent à des crimes tout aussi monstrueux. La différence est que Greiser, Stroop et Goeth sont rappelés.
Les 13 de Landsberg furent effacés délibérément parce que la Pologne ne voulait pas préserver leur mémoire, elle voulait mettre fin à leurs existences. Et peut-être qu'au final, c'est la justice la plus vraie, non pas celle dont on se souvient dans les livres d'histoire, mais celle qui clôt les chapitres, celle qui dit « Vous avez tenté d'effacer un peuple, maintenant vous serez effacés ». 22 décembre 1945. 13 chutes, 13 vies, qui prirent des milliers terminées en quelques minutes. Sans gloire, sans mémoire, seulement la fin. La Pologne n'a pas oublié, mais les noms des 13 de Landsberg furent délibérément effacés des registres officiels, non par miséricorde, mais parce que même leurs noms ne méritaient pas d'être préservés. C'est la vérité sur Landsberg. Ce ne fut pas de la justice internationale, ce fut de la justice polonaise, brutale, finale et complètement méritée.